Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce webinaire dans lequel nous allons parler de méthodologie de scalping. Donc nous faisons appel ce soir à Guillaume Lydie, donc Guillaume Lydie qui est trader depuis plusieurs années et qui s'est spécialisé notamment dans les méthodologies de scalping. Si vous ne suivez pas notre émission hebdomadaire, je vous conseille de vous y inscrire dès maintenant parce que Guillaume, en plus des webinaires thématiques qu'il nous propose ponctuellement, il anime une émission sur la chaîne de WHL Finvest qui se déroule tous les jeudis de 15h15 à 16h, 16h30 et dans laquelle il fait du trading en live, il fait du scalping même en live sur le Nasdaq. Donc ce soir, on va essayer de voir ensemble sa méthodologie, on va dire un peu plus théorique, plutôt que regarder un peu la pratique qu'il exerce dans son quotidien et puis hebdomadairement avec nous. Donc, il nous a fait une belle présentation, je crois, et va donc nous partager quelques secrets de sa méthode. Guillaume, bienvenue. Alors, merci Raphaël pour cette invitation et merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors, effectivement, comme tu as très justement dit, ce soir, nous allons parler scalping et plus précisément de la méthodologie que j'utilise. Et je vais essayer au travers de ce webinaire, voilà, de vous apporter quelques petites astuces, quelques petits secrets entre guillemets de scalper pour pouvoir tout simplement devenir performant sur le long terme. Alors, nous allons commencer. Donc, tout simplement, je vais rapidement vous faire passer un avertissement sur les risques puisque trader comporte des risques. Il faut en avoir conscience. Donc, je vous laisse 2-3 secondes pour en prendre connaissance et ensuite, nous rentrerons directement dans le vif du sujet. Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas également à mettre les questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Je ferai quelques pauses voilà, pour vraiment apporter des réponses personnalisées et percutantes. Alors, au programme, du coup, l'introduction à l'avertissement sur le risque, ça vient d'être fait. Nous allons voir ensemble la définition du scalping. Qu'est-ce que c'est réellement le scalping? Nous allons également voir les actifs qui sont adaptés au scalping, puisque tous les actifs ne le sont pas. Certains, ils sont beaucoup plus que d'autres. Nous allons voir les convergences de tendance, élément très important pour savoir dans quel sens trader. Identifier des niveaux d'intervention, identifier des zones d'intervention, également faire converger les niveaux et les zones, donc utiliser les deux pour pouvoir les implémenter dans son trading et en tirer profit, confirmer un signal pour pouvoir rentrer en position, gérer un trade. Alors un trade scalp est relativement court, sur un laps de temps très court, mais il faut savoir le gérer correctement pour sortir correctement. Gérer le money management et enfin un bonus exclusif que je réserve à la fin. Alors tout d'abord pour la définition du scalping. Alors le scalping, c'est tout simplement le fait de rentrer en position d'une manière très agressive et de rester exposé très peu de temps au marché. Alors pourquoi? Eh bien, dans l'idée, ça permet d'être exposé peu de temps au marché, de ce fait d'être exposé peu de temps au risque qui est associé au marché, puisque plus longtemps nous sommes en position, plus que le risque s'accrue. Et donc l'idée, c'est de pouvoir venir et d'intervenir de manière très chirurgicale pour ne pas être exposé de trop à ce risque. Donc ça, c'est vraiment la définition du scalping. Alors, ce n'est pas adapté à tout le monde, puisque voilà, le niveau de stress est en conséquence. Il faut savoir rester calme et surtout être patient, puisque on peut passer des fois des heures sans avoir d'opportunité et tout d'un coup, il y a une opportunité qu'il ne faut pas louper ou à contrario également passer des heures à prendre plusieurs opportunités à la suite. Donc voilà, tout simplement, il faut déjà avoir une certaine maîtrise de soi pour pouvoir devenir un bon scalper. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde pour cette définition? Dites-le moi directement dans le chat et puis comme ça, nous pourrons passer à la suite. Alors, est-ce que je vois les questions? Est-ce que Raphaël, tu as des questions de ton côté? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors, est-ce que nous Je ne avons des vois pas les questions, questions? il me semble. Non, tout est bon, c'est Tout clair. est bon. Ok, Ouais, tout parfait. est clair pour tout le monde. Ensuite, du coup, nous allons passer aux actifs adaptés au scalping, puisqu'il existe tout un tas d'actifs, certains avec des caractéristiques bien précises et des fois bien compliquées également.
Et tous les actifs ne sont pas adaptés de par leur composition, de par leur taille, leur fonctionnement. On peut notamment y retrouver les actions qui, eux, ne sont pas du tout adaptées au scalping, ou alors il faut vraiment avoir des comptes très importants pour pouvoir tirer un profit sur une amplitude très faible. Donc les actions, par exemple, on oublie. Par contre, les indices, quant à eux, vont être beaucoup plus adaptés, notamment le DAX et le Nasdaq, et surtout des carnets légers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des carnets légers? Eh bien, il y a deux types de carnets. Il y a les carnets lourds et les carnets légers. Carnet lourd, on y retrouve le Dow Jones, donc un marché qui est très directionnel, qui se déplace lentement et de façon tendancielle. Et à contrario, le Nasdaq, donc un carnet léger qui, lui, va être beaucoup plus volatile. Il va y avoir des mouvements erratiques et des fois des mouvements d'impulsion qui peuvent effrayer un day trader ou même un swing trader, mais qui au contraire vont avantager un scalper. Donc déjà à ce niveau-là, il faut avoir les bons actifs pour pouvoir faire du scalping de manière cohérente. Et donc pour ça, moi j'utilise à titre personnel le Nasdaq, le Gold, le Bund également. Donc le Bund, c'est la dette allemande. Et ce sont des actifs qui sont très adaptés au scalping et qui permettent d'avoir cette rapidité, cette nervosité du marché, tout en étant tout de même structuré et en ayant des mouvements simples à trader. Donc le Nasdaq, comme on en parlait tout à l'heure, que je trade le jeudi après-midi avec WH Self Invest, donc session de scalping live. Et ça, c'est vraiment la partie importante. Ensuite, qu'est-ce que... Pardon Guillaume, je me permets de te couper. Est-ce que là, on est toujours sur la même présentation, là, visuellement, on voit toujours ton programme, c'est normal? Ou C'est il y a normal, d'autres ouais. slides? Ouais, Normal, ok. on va passer après au reste. Là, c'est vraiment la petite partie théorique et ensuite nous passerons bien entendu sur l'écran, sur d'autres outils également et sur un site internet pour pouvoir mettre en application. Donc ensuite, les convergences de tendance, eh bien tout simplement, alors là nous allons passer cette fois-ci pour le coup directement sur la NanoTrader. Les convergences de tendance vont se déterminer de trois manières et surtout sur trois niveaux différents. Alors pour essayer de simplifier la chose, en prenant notamment le DAX 40, anciennement DAX 30, eh bien, il s'agit d'un indice. Donc, qui dit indice dit tendance structurelle haussière, une tendance sur le très long terme qui est haussière de par sa fonctionnalité, de sa composition et de sa structuration. Donc, déjà sur les indices, nous avons cette tendance structurelle qui est haussière et qui va nous donner quelque part le sens d'intervention. Ensuite vient cela la tendance fondamentale, donc la tendance fondamentale qui va être par rapport à différents éléments fondamentaux qui vont nous dire, par exemple, s'il y a un intérêt de la part des institutionnels pour un indice, s'il y a un désintéressement également de la part des institutionnels pour un indice, ce qui va permettre de mettre une convergence de tendance, à savoir si par exemple il y a un intérêt institutionnel pour un indice et qu'en plus de ça nous sommes sur une tendance structurelle haussière, nous avons deux tendances qui convergent et de ce fait, eh bien, tout simplement cela va nous apporter un flux on va dire bénéfique qui va permettre de réparer les imperfections qu'une stratégie peut avoir. Et ensuite, il y a également la tendance fondamentale, enfin la tendance graphique, pardon. Et la tendance graphique, on va l'identifier directement ici. C'est le fait de travailler avec la théorie de dos, par exemple, avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, pour pouvoir déterminer cette tendance haussière d'un point de vue graphique. Ici, nous avons par exemple des exemples. Nous avons un plus bas et nous avons d'autres plus bas qui sont plus hauts que le précédent plus bas, tout comme des plus hauts de plus en plus haut. Donc ici, par exemple, nous sommes dans cette tendance graphique haussière. Et une fois de plus, le fait d'utiliser ces trois types de tendances, tendance structurelle, tendance fondamentale et tendance graphique, si les trois convergent à un instant T, eh bien c'est le meilleur moment pour scalper, puisqu'encore une fois, il y aura ce flux qui va se mettre en place et qui va aider le scalper. Alors d'une part, soit à atteindre des objectifs un peu plus loin, on en reviendra par la suite, mais surtout d'être protégé, entre guillemets bien sûr, par cette tendance qui va pousser le trade dans le bon sens.
Alors, est-ce qu'il y a des questions pour cette partie qui est un peu technique, peut-être un peu abstraite, mais qui est indispensable pour tout simplement faire de la performance? Pourquoi est-ce que le CAC c'est moins bien ou est-ce que tu penses que c'est un instrument qui est moins intéressant à utiliser pour le scalping? Alors, très bonne question. Effectivement, le CAC est très bien pour du day trading. Cependant, pour du scalping, je le trouve un peu lent à titre personnel. Voilà, il n'y a pas forcément ces mouvements d'impulsion, ces petits mouvements erratiques également sur certains niveaux. Donc, je trouve que c'est plus compliqué de scalper le CAC que le DAX. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, le DAX, par exemple, le matin et l'après-midi, le Nasdaq. Ce sont vraiment deux indices qui se prêtent très bien aux exigences d'un scalper et donc, ce sont ceux que je recommande. Et puis de toute façon, si je peux me permettre de compléter, c'est le CAC 40, c'est un indice qui est assez intéressant, mais il cote 7000. Vous avez le Nasdaq qui cote beaucoup plus, le Dow Jones encore plus. Et en fait, quand on scalpe, on recherche des instruments qui sont volatiles. Et donc, Oui, une journée de cotation, enfin une journée de trading sur le CAC 40, vous allez faire, je sais pas, un peu moins d'une centaine de points. Alors sur le Dow Jones, vous faites facilement 200-300 points. Donc, c'est ce qu'on recherche quand on scalpe, c'est d'essayer de capter une espèce d'amplitude bien. sur les instruments qu'on traite. Et cette amplitude-là, vous la trouvez beaucoup plus facilement avec des indices américains qu'avec du CAC. Hmm. Effectivement, c'est très juste. Il faut une certaine amplitude pour pouvoir tout simplement ressortir en gain. Donc ça, c'est effectivement, c'est bien de l'avoir précisé. Et donc, lorsque justement nous avons cette, alors je vais rapidement reprendre, lorsque nous avons cette convergence de tendance, on sait dans quel sens intervenir et on est encore une fois protégé et surtout poussé par ce flux. Donc ça, c'est vraiment pour la partie convergence de tendance. Ensuite, nous avons une autre partie qui va être identifier des niveaux. Alors pour identifier des niveaux, il existe des tas de manières différentes, que ce soit d'un point de vue chartiste, que ce soit d'un point de vue outil, comme le volume profile, le market profile ou d'autres éléments encore. Et nous allons nous concentrer déjà sur la partie chartiste. Donc identifier des niveaux, eh bien tout simplement, nous allons revenir sur le graphique. Les niveaux, que peuvent-ils être? Eh bien, ça peut être des plus hauts de la veille, des plus bas de la veille, des résistances, des supports, des zones de polarité. Donc, des zones de polarité, nous en avons quelques-unes sur ce graphique, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons une zone de polarité juste ici. À ce niveau-là, on peut la matérialiser directement. Une zone de polarité juste ici, à savoir que le prix vient faire un plus haut, repart à la baisse, break ce plus haut et vient pullbacker dedans. Et lorsque le prix tout simplement est repassé au-dessus de cette zone et vient pullbacker dedans, c'est ce que l'on appelle une zone de polarité. Donc ça peut être un niveau intéressant pour scalper, pour prendre des positions. Ensuite, nous avons également d'autres niveaux que le graphique va nous donner, comme par exemple ici, prendre ce plus haut qui se démarque des autres plus hauts, juste ici. Ce niveau ou encore ce niveau-ci, voilà, ce sont des extrémités que l'on a eues durant une session, on le voit ici, et on se rend compte que par la suite, ces niveaux et surtout ce niveau vont faire office de, comment dire, de rejet pour le prix, puisque chaque fois que le prix va revenir sur ce niveau, il va être rejeté quelques points plus haut. Donc à partir de là, on peut commencer avec ces différents éléments de trouver des niveaux de support et de résistance qui vont être intéressants à scalper. Encore une fois, on ne traite pas un niveau seul, il faut d'autres éléments pour pouvoir le confirmer. Trader un niveau seul, c'est beaucoup trop faible à mon sens. Mais lorsqu'on commence à mettre ces différents éléments ensemble, à savoir tendance structurelle, tendance fondamentale, tendance graphique, plus des niveaux, déjà quelque part une convergence d'éléments qui confirme la qualité d'un signal. Donc ici, on peut également aller un peu plus loin en peaufinant par rapport aux différents niveaux. On peut trouver des niveaux intermédiaires également. Alors, que sont les niveaux intermédiaires? Ça va être tout simplement des niveaux qui ont été créés durant une session de trading. Ce n'est pas des niveaux d'extrémité, soit la hausse, soit la baisse, mais ce sont des niveaux qui sont vraiment présents, comme par exemple ici,
nous avons un niveau intermédiaire juste là. Savoir que ce n'est pas le plus haut de la session, mais c'est tout de même un plus haut qui s'est démarqué pendant la session. Et on le voit d'ailleurs que ce niveau a très très bien réagi par la suite. Donc ça, c'est pour les différents niveaux. Ensuite, nous pouvons rajouter d'autres indicateurs comme le volume profile ou le market profile. Ce sont deux indicateurs avec lesquels je travaille, notamment avec lesquels je forme des traders. Mais nous en avons d'autres. Nous avons Ishimoku, par exemple, qui permet d'avoir des niveaux de platitude avec la Kinjun. Nous avons également, alors, les moyennes mobiles peuvent être des niveaux de support, mais d'une autre manière. Nous avons les points pivots. Points pivots, support 1, support 2, résistance 1, résistance 2. Donc, différents indicateurs qui permettent de trouver ces différents niveaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, comment est-ce qu'on peut connaître une tendance structurelle? Alors, très bonne question. Alors, pour la tendance structurelle, alors, nous allons prendre l'exemple des indices et ensuite d'une action en particulier. Les indices sont composés des meilleures actions, des actions les plus performantes et les plus grosses. Et donc, de ce fait, lorsqu'une action n'est plus assez performante, elle est retirée au profit d'une nouvelle qui, elle, va répondre aux exigences et aux attentes de l'indice. Et de ce fait, pour composer des meilleures actions, des meilleures sociétés. Et donc, sur le long terme, il est amené à monter. Et là, c'est ce que l'on appelle une tendance structurelle. On peut également prendre l'exemple de l'action PepsiCo. Donc PepsiCo qui est un portefeuille de marques, à savoir qu'il ne possède pas une marque ou deux marques, il possède des dizaines, voire des centaines, il me semble, de marques. Donc lorsqu'une marque, par exemple les chips Lay, pour ne citer que, n'ont plus assez de demandes, lorsqu'il n'y a plus assez de demandes faites par le consommateur pour acheter des chips Lay, eh bien, tout simplement, cette marque va être retirée de PepsiCo au profit d'une nouvelle marque qui, elle, aura plus le vent en poupe, voilà, comme on peut le dire. Donc, à partir de là, lorsqu'on connaît un peu la fonctionnalité d'un actif et la composition, on peut déterminer la tendance structurelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors est-ce qu'il existe une liste d'actifs qui sont scalpables? Alors ça, c'est un peu compliqué. Je dirais que ça dépend déjà de chacun. En fait, par définition, tous les produits sont scalpables. Après, c'est à vous de sélectionner celui qui vous correspond le mieux. Faut déjà trouver des actifs qui sont volatiles. Mais des actifs volatiles, chez Self-Invest, vous avez que ça. Mais il ne faut pas non plus chercher peut-être l'instrument le plus volatile, parce qu'auquel cas, vous allez trouver des actions qui sont extrêmement volatiles, mais ça ne sera pas forcément des produits à scalper. Pourquoi? Parce que ce sera trop erratique, et donc il faut que vous trouviez des mouvements qui soient assez réguliers, faciles à anticiper, et que ce ne soient pas des gros mouvements qui se fassent sur une seconde. Il faut que ce soit relativement rapide. Et nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que les gens qui scalpent s'orientent quasiment exclusivement sur des indices boursiers. Le numéro 1 étant le Nasdaq, numéro 2 le Dow Jones et le numéro 3 le DAX. Et après, vous avez d'autres instruments comme le gold et l'euro-dollar, mais c'est vraiment c'est une grosse partie sur les indices. Je ne sais pas toi, Guillaume, si tu utilises d'autres instruments, tu parlais du Nasdaq et du gold. Également. Donc le Bund Euh, avec la dette allemande qui est très intéressant. Et mhm. après, on peut avoir la dette sur il y a différentes années, donc avec différents actifs. Mais c'est vrai que le Bund reste un bon compromis, pas trop compliqué à trader, tout de même intéressant. Voilà, on peut faire de belles choses sur le Bund. Et puis, il ne faut pas non plus que vous cherchiez Vous savez, il y a des études qui sont sorties et dans lesquelles était prouvé que la volatilité avait un impact négatif sur les performances des investisseurs. Donc, il faut être très vigilant sur un actif volatile. Le Nasdaq, par exemple, c'est assez dangereux. Les gens adorent parce que c'est très volatile, mais c'est très dangereux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont performants dessus. A contrario, le CAC 40 est beaucoup moins volatile et on voit des performances qui sont généralement plus importantes, plus élevées que sur le Nasdaq. Donc, après, il n'y a pas de liste particulière, vous avez compris, il faut que l'instrument soit volatile, qu'il y ait du mouvement, mais surtout qu'il soit adapté à vous.
Est-ce que vous réagissez bien face à des fortes volatilités ou plutôt à des faibles volatilités? L'important, il ne faut pas oublier, c'est gagner de l'argent. Donc, vous êtes mieux de trader par exemple sur le CAC 40 ou sur l'Eurostoxx, qui est beaucoup moins volatile que le Dow ou le S&P 500, si vous êtes plus performant dessus. Ce sera moins volatile, donc potentiellement vous aurez moins d'opportunités, mais vous serez plus gagnant dessus. Donc après, c'est pour ça, pour répondre à la question, il n'y a pas pour moi de liste, c'est vous avez quelques critères et après c'est à vous de choisir l'instrument qui vous correspond. Oui, et effectivement, et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que voilà, le scalping reste un sport de haut niveau. Alors, on peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre, ça il faut le dire. Et lorsque l'on termine une session de scalping, enfin, à titre personnel du moins, et j'ai également voilà, des connaissances pour qui c'est pareil, on est lessivé. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une bonne journée de scalping et pourtant je suis lessivé ce soir. Alors, imaginons que j'aurais fait une mauvaise journée de scalping, je le serais peut-être encore plus. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est vrai qu'on pense toujours gagner beaucoup rapidement, ok, mais il y a le risque qui va avec, il y a la fatigue qui va avec, et ça, il faut toujours le dire. Voilà, faut pas de 3 clics, je deviens riche. Non, c'est du travail, il y a du risque et il faut tous les jours assumer ce risque aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ok. Alors, nous allons du coup continuer. Alors, nous étions sur les niveaux. Ensuite, nous allons passer aux zones. Alors, qu'est-ce que c'est une zone? Eh bien, c'est lorsque un endroit du graphique, lorsqu'on quadrille un graphique, eh bien, nous n'avons pas un niveau précis comme par exemple les 15 000, mais plutôt une zone entre 15 000, 15 010 ou 15 020. Alors, on peut identifier ces zones de différentes manières. Je vais repasser directement sur la plateforme NanoTrader. Et on peut identifier ces zones, par exemple, avec une VWAP. Alors, je ne l'ai pas sur l'écran puisque j'ai rencontré quelques petits soucis techniques juste avant ce live. Mais par exemple, avec une VWAP, nous avons ce que nous appelons les écarts types de 1, de 2, de 3 et des fois même plus. Donc, l'idée pour déterminer des zones peut être entre ces deux écarts types. Par exemple, entre l'écart type -1 et l'écart type -2, ce qui permet de trouver potentiellement une zone dans laquelle le prix sera plus susceptible de se retourner que de continuer. Donc ça, c'est pour les zones avec notamment le VWAP. Ensuite, nous pouvons également trouver des zones avec le graphique uniquement, à savoir faire des convergences de niveau pour identifier des zones. Alors, pour pas faire trop compliqué, nous allons prendre un exemple très simple. Si par exemple en 4 heures, je trouve un niveau sur les 15 756, si par exemple en daily, je trouve un niveau qui est juste au-dessus sur les 15 762 ou un niveau encore en dessous, eh bien ce sont plusieurs niveaux qui sont très proches et donc que l'on peut identifier comme une zone. Et ça va permettre d'avoir une amplitude de potentielle intervention sans avoir un chiffre précis. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce point. C'est un peu compliqué des fois à assimiler, mais c'est important puisque ça va permettre de mettre en place les points d'entrée de la stratégie. Alors, dites-moi juste dans le chat si c'est bon pour vous. Bon, a priori, oui. C'est pas non plus extrêmement compliqué, hein. C'est en gros, tu as une zone sur du court terme, une zone sur du long. Et si les deux zones sont proches, eh bien, ça correspond à une. C'est là où tu dessines une zone d'entrée en action. Effectivement, oui. Et justement, l'idée par rapport à ça, et nous allons passer du coup à la suite, c'est la convergence entre des niveaux et des zones. Et là, nous pouvons prendre un exemple très simple. Si par exemple, nous définissons une zone directement ici, voilà, nous avons une zone d'intervention et nous pouvons définir dedans un niveau d'intervention, c'est-à-dire par exemple avec soit le volume profile, soit le market profile ou un autre indicateur, nous pouvons
peut-être trouver un niveau qui va se situer juste ici, ou alors juste ici, dans cette zone. Et c'est ce qu'on appelle encore une fois la convergence entre la zone et le niveau. Et ça va être très précis puisque ça permet d'avoir plusieurs éléments qui convergent à un seul endroit et qui va donner un niveau bien précis. Par exemple, ici, lorsque le prix arrive dans cette zone, on ne sait pas forcément s'il faut vendre, par exemple, ici, s'il faut vendre ici, ou s'il faut vendre ici. Par contre, avec cette convergence d'éléments entre zone et niveau, on peut définir un niveau très précis, au point près, directement dans cette zone. Ici, par exemple, en l'occurrence, sur les 15 785,9. Donc ça permet d'avoir encore une fois des éléments qui convergent. Donc entre la tendance qui converge plus les niveaux, les zones qui convergent, on peut commencer vraiment à trouver des trades qui soient très précis et dont le taux de probabilité soit important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Non, alors je sais pas. Enfin, il y avait une question pour la gestion des stops, mais je sais pas à quel moment on va en discuter parce que ça peut être un vrai sujet. C'est prévu un peu plus tard dans le webinaire, effectivement, puisque voilà, la gestion des stops est très importante, tout comme la gestion des take profit, pour avoir des ratios qui soient favorables par rapport à la pratique que l'on a. Donc, pour en revenir aux zones et aux convergences entre les niveaux et les zones, l'idée est de toujours voilà, trouver des niveaux qui vont converger, des zones qui vont converger pour augmenter la probabilité de réussite. Encore une fois, en tant que scalper, on peut rester des heures devant l'écran sans avoir de signal. Et lorsque le prix, par exemple, arrive dans un niveau, dans une zone où il y a cette convergence, avec la tendance en plus, là, on peut prendre un trade et on peut des fois même en prendre plusieurs en fonction de la configuration. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a également, alors, c'est un petit bonus que je donne en exclusivité, c'est tout simplement les canaux horaires. Trader dans des canaux horaires où il y a du flux. Puisque sur les CFD, par exemple, on peut trader pas dire 24 heures sur 24, mais on peut trader des fois des horaires qui ne sont pas forcément les sessions, réellement les sessions. Et donc, tout simplement, l'idée va être d'identifier les sessions pour pouvoir trader durant ces moments-là et avoir le maximum de volume et donc potentiellement également de volatilité. Donc ça, c'est important, voilà, vraiment de travailler avec des convergences, que ce soit tendance, que ce soit niveau, que ce soit canaux horaire. Je pense notamment pour trader l'euro USD, trader dans la convergence des canaux horaires, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. Pas de questions? Ok, alors nous allons continuer cette fois-ci avec la partie comment confirmer un signal. Alors, ça, c'est une partie qui va être un peu technique, mais qui est très intéressante pour justement optimiser en plus son taux de réussite. C'est qu'il y a plusieurs manières de confirmer un signal. On peut, par exemple, confirmer un signal lorsqu'il y a seulement une touchette sur un niveau, c'est-à-dire lorsque le prix touche au point près le niveau, on peut rentrer en position, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous avons une bougie de retournement, nous avons une configuration de retournement, c'est mieux. Et si on peut en plus, par exemple, utiliser notamment le footprint ou le carnet d'ordre pour confirmer un niveau, c'est encore mieux. Pourquoi? Eh bien, puisque avec le carnet d'ordre notamment, on peut définir quel est le poids des acheteurs ou des vendeurs sur un niveau et surtout comprendre qui prend la main sur ce niveau. Et ça, c'est vraiment un plus qui permet voilà, de vraiment se dire est-ce que ce niveau va breaker ou est-ce qu'il va rejeter le prix? Et ça, on peut le voir notamment entre l'absorption, entre le volume des acheteurs ou des vendeurs par rapport à l'un ou à l'autre, et confirmer ce niveau pour, encore une fois, rentrer avec plus de certitude, potentiellement laisser courir le trade légèrement plus. Est-ce que tu souhaites que je partage mon écran avec pour qu'on voit le carnet d'ordre justement, le Oui, market je veux profile? bien, ouais. Ouais, je veux bien, Ok. puisque effectivement, comme il y a eu des petits soucis techniques de mon côté avant le webinaire, ouais, je veux bien. Ok, allez.
C'est parti. Je le vois. Tu vois mon écran? Ouais, je le vois. Il est du coup sur notre écran. OK. Donc effectivement, là, on le voit dans le carnet, entre le bid et le hasp, on peut Alors, voir qu'il y a différents chiffres qui ne sont pas identiques ouais, forcément, mais on peut surtout s'apercevoir que sur certains niveaux, il y a tout simplement des chiffres qui sont beaucoup plus importants que sur d'autres et qui ouais, vont tout simplement changer. On peut le voir, alors si on observe quelques secondes, ici, voilà, il y a eu un 25 qui est apparu sur les 15 371, voilà, qui est apparu ouais, ici et qui a exactement. disparu. Donc c'est tout simplement qu'à un moment T, il y avait beaucoup plus de bids que de ask et qu'on peut potentiellement, si le prix arrive sur ce niveau et que le volume reste identique, ne bouge pas trop et surtout ne disparaît pas, eh bien confirmer ce niveau. Hmm. Alors est-ce que tout le monde voit bien? Ouais. C'est un peu rapide pour Également, tu parlais expliquer. tout à l'heure de VWAP. Donc ça, c'est le VWAP qui est ici, qu'on voit sur donc, le graphique en 15 minutes du Nasdaq. Ok. Euh, et enfin, on parlait de Market Profile. Donc ça, ce sont des Volume instruments profile. Hmm. que vous avez sur la plateforme. Ouais, c'est ça, Market Profile et également le Volume Profile. Alors, juste que ce que je l'ai bien mis. OK. Alors, c'est en train de charger, je pense. Ah bah tiens, moi aussi. OK, c'est bon. Ça, c'est le market profile. Donc ça, c'est le Market Profile. Alors, j'ai dû l'ajouter 2 fois, c'est pour ça, ça doit être un peu buggé. Et j'ai une assez mauvaise connexion Internet. Mais voilà, effectivement, ça donne en fait des niveaux intéressants parce que ça donne les points de contrôle. Toi, Hmm. ce dont tu parles C'est très ça. souvent dans les émissions, sont les points de contrôle qu'il y a euh, sur chaque session. Donc là, Hmm. le point de contrôle, il est ici. Entre la Euh, VA du haut, la VA du bas, le point of control, la POC, effectivement. Et donc, ce sont et ces donc, ça, niveaux. Lorsqu'il y a par exemple convergence d'une value basse avec notamment le prix qui arrive dans une déviation du VWAP, on peut potentiellement rentrer en position puisque nous avons plusieurs éléments qui convergent. On le voit sur la hmm, journée alors c'était ouais, juste ici en dessous, voilà, juste un peu en dessous. Ici on le voit. Euh, la journée d'à côté, à gauche. à gauche encore, ouais, Voilà. ici. Ici, voilà, on voit le prix qui est arrivé dans les extensions ou plutôt dans les déviations VWAP et Hmm, qu'en parallèle, il y avait un volume relativement important ou plutôt le market profile qui donnait ici un pic à ce niveau-là. hmm, Et donc ici, c'était potentiellement, on peut, pour simplifier un peu, visuellement voir ça comme un viseur, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau horizontal, un niveau vertical défini par le VWAP, et ça permettait à ce moment-là de potentiellement rentrer en position. hmm, hmm. Et Ouais, ça, très intéressant. on peut également le confirmer en plus avec le carnet. Alors, voilà, après, prendre en main un carnet demande un peu de temps et je le vois notamment avec les étudiants que j'accompagne. Il faut voilà, se faire vraiment en carnet, il faut comprendre comment il bouge, comment il réagit. Il faut être rapide également, mais en ayant le carnet en plus, on peut vraiment confirmer ces niveaux puisque on voit vraiment quelque part, alors, je ne vais pas dire le ratio, mais on voit le poids soit des acheteurs, soit des vendeurs par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Et là, on Hmm. peut avoir des stratégies. Alors, aucune stratégie n'est magique, mais on a déjà quelque chose qui tient la route et qui permet d'avoir un trading relativement intéressant. Ouais, tout à fait. Et alors, chose à noter, là, vous voyez, donc on est sur le micro Nasdaq. Le micro Nasdaq, c'est 2 contrats, c'est pardon, 2 $ le point pour un contrat. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup.
de liquidité. Vous voyez, vous avez un contrat sur la première couche de liquidité, entre 1 et 4 contrats. Donc vous voyez que c'est un carnet. Alors, il est 18h30, on est sorti de la session européenne et on n'est que dans la session américaine. Normalement, c'est un petit peu plus liquide. Néanmoins, on voit que c'est quand même un carnet plutôt sec. Si vous comparez avec d'autres instruments sur les indices, vous avez alors le Dow Jones qui est à peu près similaire, et vous avez mince, où est-ce qu'il est? Le S&P 500 qui doit être ici, le mini S&P 500. Et donc là, si vous regardez le carnet d'ordre, vous verrez qu'on est sur d'autres niveaux. Voilà. Alors déjà, il est beaucoup plus large en termes de liste de prix. Vous voyez, normalement, on avait une petite dizaine de prix. Là, on en a au moins le double. Et donc, vous voyez que la liquidité, elle est bien plus importante sur à peu près le même type la même valeur notionnelle de contrat. Vous voyez que que le carnet est beaucoup plus fourni. Et donc, les personnes qui tradent des volumes importants en termes de scalping ou de day trading vont beaucoup plus sur le S&P 500 pour cette raison. Ici, on est sur le marché des futurs. Sur le marché des CFD, c'est la même chose. Le CFD va répliquer le futur. Donc, la liquidité que vous ne voyez pas sur le CFD, vous pouvez vous dire qu'elle est à peu près similaire à la liquidité sur les futurs. Généralement, elle est un petit peu plus faible. Mais voilà, donc vous avez cet exemple-là qui, je trouve, est intéressant quand vous tradez des indices boursiers et que vous tradez des montants assez importants. Il faut aussi prendre en compte l'exécution. Si vous ouvrez des positions, par exemple, de 10 contrats sur le Nasdaq en moyenne, vous allez voir que vous allez vous faire exécuter avec un slippage. Vous voyez, là, si vous avez 10 contrats, vous serez exécuté sur 3 prix différents. C'est-à-dire que vous allez avoir un slippage et donc vous allez être plutôt mal exécuté. Ça vous arrivera à chaque fois si vous ouvrez à peu près 5, au moins à partir de 5 contrats sur le Nasdaq, vous aurez toujours du slippage. Et quand on scalpe, on est souvent à 1, 2, 3 points près. Donc, ces petits détails peuvent être importants. Et si vous tradez le Nasdaq et vous voyez que vous n'êtes pas trop gagnant, regardez peut-être le S&P 500 parce que si vous avez des montants relativement élevés, vous verrez que vous serez peut-être plus performant sur le S&P parce que vous aurez beaucoup moins de problématiques de liquidité qui donc n'entraîneront pas de potentiel slippage dans l'exécution de vos ordres. Voilà, donc c'était le petit plus que je voulais vous montrer. Et donc là, pareil, on peut ajouter cette fois-ci pas le market profile, mais plutôt le volume profile. Et donc là, vous aurez donc le volume profile se comporte comme le market profile, c'est-à-dire qu'il va vous donner il va vous analyser une session de trading et il va vous donner le volume échangé derrière chaque prix sur une session. Et donc là, vous pourrez également tirer profit de cette information avec notamment le point de contrôle qui sera différent du point de contrôle sur le market profile, parce que le market profile, c'est sur le temps consacré sur chaque prix, et le volume profile, c'est le volume consacré sur chaque prix. Voilà, donc ici, vous avez le fameux volume profile avec en bleu le point de contrôle. Et on peut justement des fois trouver des convergences entre la POC market et la POC volume. Alors, c'est pas tous les jours, bien sûr, mais des fois, les deux sont vraiment très près, très proches, et ça Oui, peut effectivement donner un niveau de zone, alors zone de rejet ou pas, mais ça peut donner un niveau intéressant. ouais, tout à fait. Ouais, donc il y a plusieurs choses quand même à prendre en compte quand vous scalpez. C'est pour ça que c'est important de bien sélectionner l'instrument que vous traitez. Parce que pour certains, ce sera le S&P, pour d'autres, ce sera le CAC, pour d'autres, ce sera l'Eurostoxx, le DAX. Voilà, à vous de tester
Et puis, vous trouverez, au bout d'un moment, vous verrez sur les statistiques qu'il y a un instrument qui se détache des autres en termes de performance. Et donc, il faudra plutôt insister sur cet instrument-là. Effectivement, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut déjà maîtriser un actif avec, on va dire, un setup, maîtriser correctement et ensuite, pourquoi pas rajouter d'autres actifs, mais déjà vraiment être bon sur un actif avant voilà, d'aller sur plusieurs. Bah, Ensuite, nous allons, ouais. ouais, non, vas-y, continue. Ensuite, nous allons passer du coup à comment gérer un trade avec le money management qui va avec. Alors, ce sont deux parties qui peuvent aller ensemble. Alors, tout simplement, pour gérer un trade en scalping, déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En scalping, on n'utilise pas forcément de stop par rapport à la position, mais plutôt par rapport au compte. Donc, un stop qui va protéger le compte et non pas protéger la position. Donc, c'est tout simplement, alors on peut également l'appeler un daily stop, à savoir que lorsque un certain montant ou un certain nombre de points de perte est fait, eh bien, la plateforme va bloquer pour qu'on ne puisse plus trader. Donc ça, ce sont les daily stops et l'idée va être d'avoir un stop qui va vraiment protéger le capital pour pas voilà, qu'il y ait notamment un décrochage de marché pendant que nous sommes en position. Et l'idée va être d'avoir par exemple un stop loss de 30 points. Alors c'est ce que j'utilise à titre personnel. 30 points qui va permettre justement de protéger mon capital en cas de flash crash ou tout simplement en cas de problème sur les marchés. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, ça va être d'avoir un double take profit. Alors pourquoi un double take profit? Eh bien, puisque lorsqu'un trade s'éloigne de son point d'entrée, il devient techniquement faux. Alors je m'explique, c'est plus qu'il va s'éloigner du point d'entrée, plus qu'il est susceptible, plus que le prix est susceptible de rencontrer un nouveau niveau qui va rejeter le prix. Et donc, au final, il devient de plus en plus faux. Même si le gain augmente, eh bien, il devient statistiquement de plus en plus faux. Et donc, à partir de là, ce que j'utilise, alors à titre personnel, bien sûr, ça va être un premier take profit, par exemple, à 5 points, sur lequel je vais sortir 80% de la position. Et ensuite, je vais passer break-even plus 1 point pour amortir le spread et ensuite laisser courir les 20% restants le plus loin possible. Et ça me permet d'une part de sortir rapidement, d'avoir un taux de réussite très élevé et d'une autre part de laisser courir le marché lorsqu'il y a opportunité pour voilà, faire un gain extraordinaire. Alors pas extraordinaire dans le sens avec des sommes très importantes ou quoi que ce soit, mais surtout d'avoir par moment voilà, un gain qui soit beaucoup plus important que les autres. Et ça permet bien avec le temps, alors ça se compte pas sur un jour ou une semaine, mais en mois ou en année, ça permet de faire évoluer le compte d'une manière très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Non, bah, c'est très intéressant et ça me permet de rebondir sur une chose, c'est que avec cette plateforme, vous avez évidemment la possibilité d'ajouter plusieurs take profits. Donc, il y a des vidéos qui vous le montrent, je vais peut-être pas vous le montrer ce soir, mais par exemple ici, par défaut, c'est comment dire, c'est une disposition que j'ai mise de cette manière. C'est-à-dire que par défaut, sur ce graphique, click target, ça veut dire take profit. Et donc, vous voyez que j'ai 3 take profit qui sont positionnés à 5 points, 10 points et 20 points avec 5 contrats, 2 contrats et 3 contrats et un stop loss qui est un BE trail stop, c'est-à-dire que c'est un stop suiveur en break-even. Et donc, ce stop suiveur, enfin ce stop loss va se mettre à un certain niveau et dès que la position sera, comment dire, aura atteint un certain niveau du gain, la position va se mettre en stop loss. Je peux vous donner un exemple simple. Si vous mettez par exemple 10 contrats sur là on est sur le Nasdaq. Si j'ouvre une position ici, donc je clique sur Buy 10 Market, eh bien vous allez avoir, je me mets sur des unités de temps plus faibles pour qu'on puisse mieux voir, mais vous allez voir les 3
qui correspond donc sur une position. J'ai mes 3 take profit. Pardon, j'ai fait un gros zoom. J'ai mes 3 take profit et mon stop loss. Vous voyez? Et donc, je les ai mis, alors c'est sur du très court, sur du court, hein, parce que je les ai mis, je crois, à quelque chose comme 15 355. Ouais, c'est ça. Enfin bref, c'est à peu près à 15 points. Donc, mais voilà, vous avez la preuve que vous pouvez en un clic avoir plusieurs take profit, un stop loss qui se met en break-even. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai vu une question, je crois. Oui, alors bon, ça je l'ai confirmé dans le chat, mais non, effectivement, le carnet d'ordre n'est pas visible sur les CFD. La liquidité est disponible uniquement sur les futurs et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs que sur le CFD parce que c'est la liquidité qu'il y a sur le marché centralisé, donc du CME à Chicago. Et donc c'est la réelle liquidité qui est offerte sur. Donc que vous soyez chez nous, chez un autre courtier, en France, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, votre ordre sera toujours exécuté sur la même place boursière au CME et vous aurez donc la même liquidité à chaque fois. C'est ça l'intérêt du marché des futurs, c'est que c'est beaucoup plus transparent, réglementé et donc vous avez un prix unique avec une liquidité plus ou moins unique. Mais donc voilà, et c'est pour ça que vous avez accès à ces informations, les volumes profile, les carnets d'ordre, qui sont des outils spécifiques pour le marché des futurs, parce que vous ne les avez pas en fait sur les CFD, ou alors c'est très mal, en fait c'est très mal fait, enfin c'est complètement erroné. Sur le CFD, vous n'avez pas ce type d'informations-là. Non, c'est vrai que sur le CFD, des fois il y a des répliques, on va dire, mais comme tu as très justement dit, voilà, qui sont erronées, qui sont mal reproduites et tout. Donc, au Mm, final, c'est plus intéressant si on veut avoir un carnet de vraiment prendre les futurs pour avoir le vrai prix et les bonnes informations. exactement. Effectivement. Et enfin, du coup, alors, je vais juste encore mettre quelques petits détails par rapport au stop loss et take Ouais. profit que j'utilise à titre personnel. On peut notamment adapter les distances par rapport au marché. Par exemple, prendre 5 points en premier take profit et 20 points en second take profit. Mais en fonction Mhm. du marché, peut-être que ce sera plutôt 3 points et 10 points. Donc ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Voilà, il ne faut pas mettre 5 points et 30 points d'office parce que je l'ai dit. Il faut aussi s'adapter au marché sur lequel on trade. Et je pense notamment au Dow Jones qui, lui, ce sera peut-être plus intéressant de chercher 10 points à 100 points pour un deuxième take profit, par exemple. Donc ça, voilà, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il faut aussi être polyvalent pour pouvoir s'adapter au marché. Et d'autre part, alors nous, ce qu'on aime bien chez Self-Invest, c'est le fait de mettre des stop-loss vous voyez, hein, sur les stop-loss, vous avez la possibilité de le mettre en pourcentage, en ATR, en points ou en tick. La plupart du temps, ça se met en points ou en tick. Et nous, on aime beaucoup l'ATR. Parce que l'ATR, comment dire, c'est une unité de mesure qui va s'adapter à la volatilité de l'instrument que vous étudiez. Quand vous mettez 10 points, 10 points sur le CAC 40, ça n'a rien à voir avec 10 points sur le Dow Jones. Parce que 10 points sur le Dow Jones, vous le touchez beaucoup plus rapidement que sur le CAC 40. Parce que c'est pas les mêmes 10 points, c'est pas la même chose sur les deux instruments. Alors que si vous mettez par exemple 10 ATR sur le CAC ou sur le Dow Jones, ce sera beaucoup plus adapté. C'est-à-dire que ça aura la même valeur, hein, parce que ça va s'adapter en fait à l'instrument que vous tradez, donc au cours de l'indice sous-jacent. Et donc, c'est vrai qu'on aime beaucoup cette unité de mesure qu'on utilise d'ailleurs généralement pour faire du scalping, mais en automatique, parce que non seulement ça va s'adapter, mais en plus, ça va s'adapter sur l'instrument que vous traitez tout au long, en fait, et ça va s'adapter petit à petit. C'est un peu comme dans l'intelligence artificielle qui s'adapte en fonction de
Ici, ça va s'adapter en fonction de l'évolution du marché. Donc, quand vous mettez 10 ATR ou 5 ATR de stop loss sur le Nasdaq actuellement, là, on est à 15 350, eh bien, ça aura la même valeur si le Nasdaq, je sais pas, descend à 10 000. Il va s'adapter, c'est-à-dire qu'il va avoir une distance qui sera forcément plus faible parce que ça s'adapte en fait avec la volatilité de l'instrument en cours. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant également quand on parlait de stop loss, c'est aussi d'utiliser d'autres unités de temps qui pourraient être davantage adaptées à votre manière de trader. Et on a l'habitude de le mettre en point et donc vous avez cette possibilité également de faire avec l'ATR. Et le pourcentage également, ça peut être intéressant également. Mais c'est vrai que nous, on utilise beaucoup. C'est très utilisé l'ATR quand vous regardez les livres de toutes les stratégies qui peuvent sortir. Ils utilisent beaucoup cette unité de temps pour définir leur stop loss. Voilà. Donc, chose également possible sur cette plateforme. Effectivement, c'est vrai que la tiers est très intéressant. Et ça permet de peaufiner en plus encore, on va dire, son trading. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, nous allons tout simplement arriver vers la fin de ce webinaire. Alors, je tenais aussi à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, notamment le jeudi après-midi. Et donc, pour cela, voilà, j'ai décidé, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez vous former, créer un coupon, on va dire, pour avoir une réduction spéciale WH Self Invest. Donc voilà, c'est quelque chose qui est disponible. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, tout est bon. Donc, a priori, on va pouvoir se quitter. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé. J'espère que ce webinaire, ce duo, on va dire, vous aura plu, en dépit des petits soucis techniques qu'on a rencontrés. Mais bon, dans tous les cas, cette session sera enregistrée et mise sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et évidemment, nous vous invitons à regarder le replay, liker, commenter, poser toutes vos questions et nous serons ravis de vous répondre. En attendant, Guillaume, merci d'être intervenu. Je te souhaite une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous donc jeudi à 15h15 pour le scalping live des US. Effectivement. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents.